à toutes et à tous. Il est 18h, nous commençons. Merci d'être là pour ces nouvelles rencontres chemin de traverse de la Fondation Napoléon. Ce soir consacré à une série télévisée qui a été diffusée à la rentrée sur France Télévisions, Fortune de France, l'adaptation de la série de romans de Robert Merle, mais en l'occurrence une première partie, une première saison, disons. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour parler de cette série, eh bien, ceux qui l'ont fait, tout simplement. Christopher Thompson, je commence par vous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste. On vous doit plusieurs films, La Bûche, Fauteuil d'orchestre, Des gens qui s'embrassent. Récemment, la série Brigitte Bardot qui a été diffusée sur France Télévisions. Mais pour nous, en tout cas pour moi, vous resterez évidemment Saint-Just dans la Révolution française. Et ce soir, c'est ça le grand moment, c'est qu'on reçoit Saint-Just. Merci d'être avec nous en tout cas ce soir. Fabrice Roger-Lacan, bonsoir. Vous êtes auteur de théâtre principalement. On vous doit beaucoup de gros succès de théâtre. Cravate Club avec Édouard Baird et Charles Berling, Chien avec Alice Taglioni, Encore un instant avec Michel Larocque et François Berléand, La Porte à côté aussi. Et donc vous avez été le scénariste, je crois, de cette série. Baptiste Roger-Lacan, bon, on ne va pas maintenir le suspense plus longtemps, vous êtes le fils de Fabrice Roger-Lacan, mais par ailleurs, vous êtes historien, agrégé d'histoire, diplômé de l'École normale supérieure. Vous venez de publier votre premier livre qui s'appelle Le Roi, une autre histoire de la droite. Vous êtes aussi chargé de cours à l'Institut catholique de Paris, à Sciences Po Paris, et vous avez été également scénariste de cette série, et par ailleurs conseiller historique, ce qui va de soi. Et à l'Institut catholique de Vendée, exactement, ce qui ce soir est très important. Alors, bon, il va y avoir énormément de questions, mais comme d'habitude dans ces rencontres, le but, c'est de comprendre les choses de la façon la plus pragmatique et de découvrir ce qu'en fait, on n'a jamais l'occasion de découvrir, à savoir comment est-ce qu'on fait une série, d'abord, historique ensuite. Déjà, qui a eu cette idée en premier ? Comment est-elle née d'ailleurs ? Il faut prendre les micros parce que comme on a enregistré, c'est ça. Je sais que c'est un peu... Voilà, mais... Alors, bonsoir et merci d'être si nombreux. Ça le comble. Hein. Donc c'est très agréable d'être là ce soir pour vous parler de notre travail. Fabrice et moi, on est amis depuis très longtemps. On travaillait ensemble depuis longtemps sur un autre scénario, un film d'ailleurs qui s'est fait, qui s'appelle Tendre et saignant. Et pendant toutes ces rêveries, ces conversations, ces séances qui sont souvent laborieuses, qui sont parfois exaltantes. Enfin, en tout cas, c'est un long processus, cette écriture de scénario, et il y a des idées, beaucoup de digressions qui se font. Et donc, parmi ces digressions, il y en a une qui s'est faite sur ces ouvrages de Fortune de France, cette série et de livres dont j'avais essayé d'acheter les droits quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais exactement 31 ans. C'était il y a très longtemps. Et j'étais trop jeune. Robert Merle ne voulait pas vendre ses droits. J'avais été voir l'éditeur de Merle, Robert de Fallois, et qui m'avait très gentiment reçu en me disant qu'il ne veut pas que Fortune de France soit adaptée pour l'instant. Et donc, cette idée m'est restée en tête et j'en ai parlé avec Fabrice. C'est venu dans la conversation. Baptiste, qui n'était pas loin, même si c'était déjà il y a un petit moment, venait nous rendre visite et avait des envies et aussi des idées de participer à l'écriture de scénarios, d'apprendre ce métier en plus de tous les autres qu'il exerce. Et évidemment était encore jeune historien, hein, déjà historien, mais tout début. Voilà. Et on s'est lancé dans cette envie, dans cette aventure. Alors ça se passe, il faut aller voir donc, les ayants droit, en l'occurrence les héritiers de Robert Merle, qui m'ont fait confiance. Et on a commencé à travailler, je crois, en 2015. Je vous parle de date parce que c'est un tel processus que c'est assez intéressant. Non mais c'est bien, pour qu'on se rende compte de l'ampleur de la chose, c'est intéressant. C'est souvent très long, c'est aussi long pour des scénarios de cinéma, mais c'est vrai que ce sont des entreprises où il faut pas mal de résilience et de solidarité entre auteurs parce que c'est souvent très long. Mais un petit travail a été fait et puis quelques années plus tard, on m'a appelé en disant est-ce que tu as encore les droits de Fortune de France ? France Télévisions serait intéressée à le faire et là on s'est mis au travail. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été
à peu près 2 ans d'écriture et ensuite Et donc, c'est-à-dire un que an de fabrication. vous achetez les droits, ensuite vous écrivez quelque chose, là c'est resté entre guillemets en l'état sans s'en occuper pendant un moment. Non, on a commencé à... avant, oui, j'avais les droits, c'est-à-dire une option sur les droits. Ouais, bien sûr. Et puis on a commencé à se dire comment pourrait s'articuler une adaptation de cette œuvre qui couvre en gros, toute l'histoire des guerres de religion, comment ça pourrait s'articuler. Est-ce qu'on commence par la Saint-Barthélemy en faisant ensuite des flashbacks? Il y avait beaucoup d'options en fait. Et donc à ce moment-là, on a commencé à parler de ces... On a fait quelques documents, quelques dizaines de pages là-dessus. Et quand on a en fait eu vraiment une commande et un interlocuteur qui était France Télévisions, on s'est mis vraiment à écrire. Ils étaient très dubitatifs parce que c'est la direction de la fiction à France Télévisions qui s'occupe de la fiction. Et ils étaient très dubitatifs. Moi, je me suis fait dire par la directrice de la fiction, qui est une femme qui connaît très très bien son métier, qui est Anne Holmes, c'est ces histoires, on va voir des ponts-levis s'ouvrir, se fermer pendant toute une saison, ça n'intéressera pas du tout notre public. Et donc, notre travail principal, ça a été de faire un premier travail pour la convaincre qu'il y avait des personnages, une dramaturgie, quelque chose qu'on avait envie de suivre, quelque chose qui pouvait intéresser les gens. Et ça, je pense qu'on en vient à peut-être le thème principal, c'est comment est-ce que dans un environnement historique lointain, avec une langue quelque chose dont on pourra parler aussi, qu'on a dû décider, comment est-ce qu'on intéresse un public large à des questions qui peuvent évoquer des grands moments de l'histoire. Donc là, c'est bon, France Télévisions est convaincue, donc ensuite vous y allez. Et là commence l'écriture du scénario, j'imagine. Là commence l'écriture du scénario. Alors, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails de l'écriture du scénario. C'est intéressant. Oui. Un scénario, ça s'écrit avec combien de personnes? Comment est-ce que ça se construit? D'ailleurs, en réalité, la parole peut évidemment tourner. Hein, oui, mais, bien sûr. D'ailleurs, on va la tourner. Voilà. Tenez, Fabrice. Comment est-ce qu'on construit un scénario comme ça? Il y a combien de livres d'ailleurs intégralement dans la série? Il y a 13 livres. Du coup, vous avez décidé quoi? De prendre le premier très logiquement, de vous contenter du premier. Et à partir de là, comment est-ce qu'on adapte ça en une série avec des parties? Comment est-ce qu'on sélectionne ça? Enfin, racontez-nous ça, parce qu'en fin de compte, nous, on ne le fait pas au quotidien. Donc, c'est intéressant. Oui, bonsoir aussi. Alors, comment en fait... Non, mais Christopher a assez bien résumé, donc je ne vais pas le livre, certains d'entre vous l'ont lu, parce que c'est vrai que c'est très amusant à lire, ça a eu beaucoup de succès à l'époque, fin 70, début 80, c'est ça, il a commencé, bon, puis ça a vraiment été toute la fin de... non, il y avait plusieurs enjeux, oui, une fois que France Télévisions y croit un peu, suffisamment pour une commande, mais enfin, c'est vrai quand même que chaque étape, il fallait les convaincre. Parce qu'en fait, c'est quand même un livre c'est un roman qui repose beaucoup sur cette langue qu'a inventé Robert Merle, qui n'est ni la langue de Montaigne, ni évidemment la langue de la fin du XXe siècle. Et il a inventé une langue très savoureuse dans laquelle il s'est énormément plu et dans laquelle il a déployé comme ça son histoire. C'est très documenté, il a beaucoup travaillé, mais il s'est surtout beaucoup amusé. Et à lire, c'est très très plaisant, mais quand on commence à l'adapter, on se rend compte que c'est aussi quand même très ce qu'on appelle chronique, qui est un peu un gros mot pour les diffuseurs, pour les chaînes. Quand une histoire on est dans la chronique, ça fait toujours peur, surtout à la télévision. Parce qu'au cinéma, on a une audience captive, donc si la chronique est l'œuvre d'un metteur en scène ou d'auteur de talent, ça peut être merveilleux, mais à la télévision, on est sollicité, on sait qu'on n'est pas captif, on peut aller faire quelque chose, zapper évidemment, ce qui est la grande peur des deux. Donc ça fait peur, la chronique. Et c'est ça que voulait dire un peu notre interlocutrice Anne Holmes, qui effectivement connaît bien son métier. Et c'était même pas... Quand vous dites chronique, c'est-à-dire... La chronique, c'est-à-dire un manque de dramaturgie, c'est-à-dire le quotidien, en fait, de les raconter. Alors, et là, c'est vrai que c'est c'est ça. Alors, on peut reprocher ça à ce roman, surtout le premier où il installe une arène, une famille, où c'est raconté à la première personne par quelqu'un qui est c'est pas un enfant qui raconte, mais donc ça. Et il y a un tel plaisir du détail de reconstituer et de faire, d'attirer à soi le lecteur dans ce monde
lointain, assez exotique. Donc c'était ça l'enjeu principal, c'était, pour le dire brièvement, parce que vous avez compris, donc c'était un roman très chronique qu'il fallait transformer en une histoire dramatiquement tendue, avec des enjeux, des personnages. Donc ça, c'était le principal défi qu'il fallait relever. L'autre, d'écriture, d'adaptation. Et l'autre étant que ça se passe quand même effectivement dans les guerres de religion pour notre génération, et ça peut encore vouloir dire, sans doute ça rappelle quand même quelques souvenirs ici je ne parle pas de l'audience qui est devant nous, mais pour le spectateur lambda, évidemment, ça pouvait aussi faire peur de raconter une histoire où des gens s'entretuent alors qu'ils aiment le même Dieu, en fait, ils adorent le même Dieu. Donc on parle de ces guerres de religion, on sait que c'est un traumatisme français, européen, mais éminemment français. Mais pour faire comprendre au public de 20h30, 21h, pourquoi des gens en arrivaient à s'étriper, à se haïr, à se faire la guerre alors qu'ils étaient français et qu'ils aimaient tous les deux Jésus, en gros, ça aussi c'était un enjeu qu'il fallait constamment avoir en tête pour que ça soit concret et incarné, en fait. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parce que, il y avait une autre préoccupation pendant l'écriture qui était qu'on adaptait un roman qui parle d'événements qui sont passés 4 siècles et demi avant, mais qui a été écrit il y a 50 ans. Et donc l'approche des problématiques par Robert Merle, qui est une grande drôlerie, truculence, il y a vraiment des choses merveilleuses chez Merle, mais c'est une approche d'un homme au milieu des années 70. Et ça aussi, on avait un souci que l'adaptation soit proche d'aujourd'hui. 50 ans, c'est pas rien, y compris dans le rapport aux enfants, dans le rapport entre les hommes et les femmes, dans le regard de Robert Merle sur les personnages féminins. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi. Et alors justement, parlons histoire, Baptiste. Est-ce que l'approche de Robert Merle, parce que tout ça, il y a un contexte évidemment très compliqué, donc déjà j'imagine qu'il faut le restituer, ce qui n'est pas une petite affaire, puisque ça signifie qu'au cours des épisodes, les gens doivent aussi comprendre de quelle histoire on leur parle, et après tout, on n'est pas censé tous avoir des guerres de religion. Et il y a un autre enjeu qui est que les guerres de religion elles-mêmes, en ce moment, depuis 4 ou 5 ans, on est en train de revoir complètement l'interprétation qu'on avait de tout ça. Pour le dire très rapidement, pendant très longtemps, il a été coutume de dire que les guerres de religion étaient essentiellement des guerres politiques, et puis maintenant on se rend compte qu'en fait elles ont été faites aussi par des vrais croyants, et que c'était surtout des guerres de religion et de croyance. Et si elles ont été radicales, c'est parce qu'elles étaient fondées sur la foi. Comment est-ce que vous, puisqu'en plus on en a parlé ensemble un peu à ce moment-là, comment est-ce que vous avez approché cette question-là, puisqu'évidemment, par ailleurs, le retour du religieux, c'est pas un petit sujet dans les sociétés dans lesquelles on vit. Pardon, je pose un peu des questions en boule, mais voilà. Je peux me rajouter qu'il y a une troisième phase, c'est qu'on a dit que c'était très politique et pas du tout religieux, puis très religieux et pas très politique, et maintenant on dit que c'est très politique, très religieux, et en plus il y a tout un travail sur les guerres de religion par en bas, c'est-à-dire typiquement sur la Saint-Barthélemy, de se rendre compte qu'on parle en fait de 400 massacreurs et pas des milliers, que ces massacreurs avaient... Et comment les gens l'ont vécu individuellement, quoi. Vraiment sur l'expérience de qu'est-ce que c'est que de vivre dans une société en guerre civile, et en plus dans une guerre civile qui touche à la question du salut pendant des décennies. Ça n'a pas été évident. Alors, Robert Merle était, pour quelqu'un qui écrivait dans les années 70, très, très à jour. Et il y a même des choses qu'il a anticipées. J'en parlais avec Jérémy Foy, qui est un très bon spécialiste des guerres de religion, et qui me disait qu'il y avait plein de choses qu'il avait même pressenties justement dans la manière d'évaluer les relations interpersonnelles, les rapports de confiance ou de défiance qu'on a. En fait, le côté guerre de religion entre voisins, qui est un des gros apports, notamment de Jérémy Foy à l'historiographie des guerres de religion. Donc il était, de ce point de vue-là, assez, en tout cas en phase avec ce qu'on savait des guerres de religion dans les années 70. Il est par ailleurs tributaire, et c'est assez compréhensible, mais d'une historiographie qui est née au XIXe siècle, qui présente... qui jette un regard très favorable sur les protestants et assez hostile à la cause des catholiques au sens large. Donc en ça, il est l'héritier de Michelet, de Dumas, enfin bref, d'une longue tradition. Donc ça, c'était un peu sur le contexte, enfin sur le travail de Merle. Mais lui, c'est un travail de romancier qui restitue dans cette ambiance de chronique. Nous, il fallait qu'on réussisse à incarner cette histoire,
qu'on réussisse à faire comprendre aux spectateurs ce qui était en jeu, sachant que la série commence un peu avant le début des guerres de religion. Elle commence à la fin des années 1550, quand le royaume est très tendu, quand il commence à y avoir la période dite des bûchers, c'est-à-dire le moment où des protestants sont arrêtés, jugés et exécutés, ce qu'on voit d'ailleurs au début de la série. Et donc il fallait introduire et faire, incarner en fait cette société dans laquelle la question du salut est fondamentale en fait, où qui ont pris n'est pas une question vraiment, c'est pas vraiment une question de choix individuel, c'est une question de savoir si on sera sauvé après sa mort ou pas, ce qui n'est pas une mince affaire à ce moment-là. Et puis c'était évidemment de réussir à quand même faire comprendre que ce petit monde du Périgord dans lequel se débattent nos personnages était aussi impacté par ce qui se passe à Paris. Alors c'est marrant, dans les toutes premières versions, on avait envisagé de faire des sortes de petites vignettes qui se passeraient à la cour pour faire exister les grands personnages. Bon, ça c'est des choses qui sont parties très vite quand on s'y est remis en 2020, parce que ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas marché du tout. Mais donc il fallait réussir à faire comprendre ce que ces personnages comprenaient de ce qui se passait à la cour, comment ça pesait sur leur vie, et puis comment ça pèse sur leur vie de manière différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, les héros, les personnages... Parce qu'évidemment, c'est une grande difficulté de faire vivre des personnages au quotidien qui ne quittent jamais le Périgord et la zone de leur château, avec des événements politiques qui, eux, sont décidés très loin. De loin. Alors il y en a un qui part à un moment, il y a un des personnages qui va quand même se battre dans les armées du roi, donc ça complique encore plus les choses pour ceux qui restent derrière. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'un seigneur et une servante ne reçoivent pas les informations de la même manière, ne comprennent pas la religion qu'ils pratiquent de la même manière, ne vivent pas tout ça de la même manière. C'était aussi des choses ça c'est pour le coup un souci qu'on avait constamment en tête, de justement montrer qu'il y avait plein de manières de vivre ces guerres de religion et ces conflits religieux, ces conflits politiques, et que voilà, Jean de Siorac, qui est le personnage principal, qui sait écrire, qui sait lire, qui est noble, donc qui en fait a quand même un certain degré d'autonomie dans cette société, qui peut faire des choses, et qui est un homme, n'a pas du tout le même pouvoir, même évidemment dans sa maisonnée, mais dans le royaume, que la fille de la nourrice qui a 14 ans et qui, notamment au moment où le château se convertit, doit se convertir en fait. Alors justement, question, parce qu'il y a une série de personnages, et puisqu'on est aussi dans des secrets de fabrication d'une série, une fois que vous avez écrit le scénario, il faut choisir des personnages. Comment est-ce qu'on choisit des personnages ? Je veux dire par là, comment est-ce qu'on choisit des acteurs ? Quelle est l'idée que vous avez au début ? Comment est-ce que ça se concrétise ou pas ? Comment ça se passe, ça ? J'ai l'impression qu'on parle dans l'écriture en général d'une série de trahisons. Et je parle de ça parce qu'on parle je pense qu'un des sujets aujourd'hui, c'est la transcription de l'histoire au cinéma. Alors je ne sais pas si, en tant qu'historien, moi j'ai l'impression que, puisqu'on parle d'historiographie aussi, chaque époque a sa propre vision de l'histoire, et on est déjà dans une interprétation. Donc nous, quand on écrit, on est dans un mélange de projections, de ce qu'on imagine, d'émotions qu'on a eues en lisant, des ouvrages d'histoire, ou l'ouvrage source, en l'occurrence Fortune de France. On est aussi on est trois individus quand on écrit, donc on échange. Quand on écrit un scénario, c'est la première phase de fabrication d'un film, et c'est la projection d'images, de situations, de personnages qui ont des motivations. C'est pour ça qu'on essaie d'être très précis dans l'écriture, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ressentent, évidemment dans les dialogues, mais il y a beaucoup de choses en plus des dialogues. On écrit vraiment le monde dans lequel ils évoluent pour être le plus précis possible. Mais tout ça avant de choisir des acteurs. Tout ça avant de choisir des acteurs. Et donc, quand moi là je parle en tant que réalisateur, je prends cette matière qu'on a travaillée ensemble pendant des mois et des mois et des mois, et que je commence à faire des repérages, par exemple, d'aller un petit peu partout, en l'occurrence dans le Périgord, pour voir qu'est-ce qui pourrait correspondre comme décor à ce qu'on a imaginé, à ce qui est décrit évidemment chez Merle, mais ce qu'on a déjà trahi pour écrire notre scénario. Il m'arrive, on est très proches et très complices, donc il m'arrive évidemment de dire j'ai trouvé ça, qu'est-ce que tu penses, etc. Mais on est déjà dans une réinterprétation du scénario. Et puis après, le choix des acteurs,
c'est pareil, c'est primordial pour n'importe quel film, mais en l'occurrence, alors, quand on a des personnages historiques connus, vous avez beaucoup parlé de films et de représentations de Napoléon et de tous ces personnages historiques qui l'entourent ici, mais on a une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, et puis vis-à-vis du scénario, et vis-à-vis de l'histoire qu'on veut raconter. Donc, quand je parle de trahison, je pense un petit peu au sens positif de ça, c'est-à-dire des interprétations et des couches des apports des uns et des autres, et y compris jusque dans les équipes techniques, parce que moi, mon travail, par exemple, de mise en scène, ça va être de m'entourer d'un certain nombre de techniciens ou d'artistes qui vont faire les décors, faire les costumes, faire les repérages, les accessoiristes, choisir les accessoires. Et c'est vraiment de transmettre à tous ces postes-là des informations, un monde, un univers qui est avant tout dans le scénario, mais qu'on essaye aussi de transmettre en emportant les gens avec des références pour recréer un monde qui est le plus proche possible historiquement, mais qui est quand même forcément une interprétation. Et alors, du coup, les acteurs, vous les avez choisis comment? Alors, les acteurs, ça c'est un processus qui est, moi je dis souvent que c'est les rôles qui cherchent leurs interprètes, parce qu'il peut arriver qu'on pense, alors pour le personnage principal, pendant très longtemps à un acteur, parce qu'on nous a dit qu'il pouvait avoir un intérêt, et que c'est un acteur qui a un nom, qui est important, donc qui peut porter le projet, qui peut porter du financement, parce que l'aspect financier est évidemment crucial dans ce genre d'entreprise. Et puis finalement, il dit oh, bah non, je ne veux pas le faire. Ça s'est produit Oui, ça s'est produit plusieurs fois, mais ça arrive tout le temps. Non, je ne dirais pas. Mais ça arrive tout le temps. En fait, on se projette sur un acteur ou une actrice, on se dit mais ça serait génial si c'était elle. Et en fait, quand il refuse, il faut tout repenser. Et puis quand il refuse, on dit bah non, finalement, c'est une bonne idée que ce soit pas elle. Et je pense que la plupart du temps, on finit par trouver la bonne personne pour être le bon interprète, parce que c'est le bon moment pour cette personne. Voilà, il y a vraiment un processus et on trouve. Et donc c'est vrai que moi je suis très très heureux de mes acteurs, comme on dit, parce qu'on dit mes acteurs, une fois qu'on les a, on se les approprie. Et Nicolas Duvauchel, Lucie Debec, qui est une actrice qui n'est pas très connue, et qui est une actrice merveilleuse belge, qui joue Isabelle de Siorac, Guillaume Gouix, et puis ensuite alors une ribambelle de personnages qui constituent vraiment le peuple de ce château et qui vivent ensemble. C'était une des choses les plus intéressantes à écrire et à reconstituer, c'est l'aspect de la vie quotidienne entre ces maîtres et ces serviteurs, et à quel point leur vie à quel point ils sont tributaires les uns des autres. Et Nicolas Duvauchel, il a accepté tout de suite? Nicolas Duvauchel, il a accepté tout de suite. Il avait lu ou pas? Il voyait de quoi vous parliez? Il ne connaissait pas les romans, mais c'est un féru d'histoire. C'était son rêve de jouer un personnage. Alors, au début, il me parlait beaucoup de Moyen-Âge. Mais alors, et ensuite, il a beaucoup lu, et il a beaucoup lu sur les guerres de religion, et il a campé ce personnage de soldat, de soldat humaniste, très rugueux et en même temps extrêmement intellectuellement très fin. Voilà, parce que c'est vraiment un humaniste, c'est un médecin, c'est un guerrier qui tue les gens le jour et qui les soigne la nuit quand il est sur le champ de bataille. C'est intéressant. Et alors du coup, autre question, parce que là on essaye de filer un peu la métaphore. Donc vous avez votre scénario, vous avez vos acteurs, c'est parti comme ça. Et alors ensuite, j'imagine qu'il y a l'épreuve de la réalité. Je m'adresse à vous, Fabrice. C'est-à-dire que, est-ce que ce qu'on a écrit, ça colle toujours avec ce qui se passe? Je veux dire, par exemple, parfois, quand on écrit un livre, on a une idée en tête, et puis quand on l'écrit à la fin, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Et parfois, c'est mieux. Mais comment est-ce qu'on vit l'épreuve de la transformation de ce qu'on a écrit en choses réelles? Et si ça ne fonctionne pas, comment on fait? Qu'est-ce qui change? À qui on donne la primauté? Comment ça se passe, la transformation? Ça doit être une épreuve intéressante. Alors voilà. Non, mais comment ça se passe après? C'est intéressant. Oui, alors, je ne sais pas par rapport à
l'analogie que vous faites avec l'écriture d'un livre, c'est assez différent. Parce que là, effectivement, on part d'une envie, d'un projet. Ça peut être la même chose d'ailleurs pour un film, mais c'est un peu ce que disait Christopher tout à l'heure. C'est-à-dire entre la première idée qu'on a d'un film, en particulier pour le metteur en scène en France, où le metteur en scène porte les films du début à la fin, et puis là où on arrive, il y a eu tellement, encore plus que quand on écrit un livre, évidemment, il y a eu tellement de contraintes, tellement de choix à faire, de petits renoncements ou de grands, et tout ça. Donc bon, ça c'est une question. Mais alors ensuite, les rapports, oui, entre les scénaristes que Baptiste et moi avons été et le scénariste réalisateur et donc qui a porté la série du début à la fin, qui est Christopher. Au moment où on découvre le film terminé ou en train de se terminer, puisqu'on est, quand tout se passe bien, invité à découvrir des versions au montage comme ça. Bon. Alors ça peut, voilà, vraiment là il y a tous les cas de figure, c'est un peu, ça peut être très décevant. Ça peut être démoralisant, ça peut être la cause même effectivement de quand la relation entre le metteur en scène et le scénariste est aussi faite d'affection. Ça peut être la cause de fâcherie. Hein, bon, c'est un métier où le métier de scénariste, pour le coup, est un peu peut être un petit peu éprouvant dans ce sens-là. Alors, vous avez bien compris que tout ça, c'est pour dire que là, ça s'est bien passé, puisque vous êtes là vous êtes tous ensemble ce soir, donc a priori c'est que c'est bon. Non, mais c'est vrai, je le dirais autrement. Si ça s'était moins bien passé, je ne dirais pas que ça s'est mal passé, mais vous le sentiriez. Donc ça c'est vraiment... non, on a été... Enfin, je crois, là je parle en mon nom, mais je crois que c'est vrai que Christopher, d'abord, a quand même beaucoup, autant que possible, parce qu'à un moment, on tourne et on ne va pas appeler tous les jours ses petits copains co-scénaristes, mais c'est vrai qu'il a quand même beaucoup partagé avec nous, au moment notamment du casting, on en a beaucoup parlé, même s'il a tranché, fait ses choix, que parfois on avait des... Parce que en plus, c'était particulier, ce casting, ce qu'a pas dit Christopher, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants et d'adolescents. Et ça demande vraiment un instinct, un talent particulier qu'a eu Christopher, ce n'était pas évident parce que tu ne l'avais pas tellement fait avant. Oui, c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène spécialistes des enfants, des ados. Et là, vraiment, je trouve que et les enfants et les ados qui ont aujourd'hui 20 ans et qui continuent à faire à suivre leur chemin, sont vraiment particulièrement réussis. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que je crois qu'on est très heureux de la série, qu'elle est quand même très proche de ce qu'on a écrit, et j'espère pour ceux qui... Parce qu'il y a vraiment des fans de ces livres. Et il y a eu, tu as reçu des retours, on a vu des commentaires et tout ça, et les gens en général se trouvent quand même... Alors, parfois, il y a un personnage qu'on a fait disparaître, parce que ça ne collait pas, enfin bon, mais globalement, je crois quand même que aussi ceux qui aimaient l'univers de Robert Merle s'y retrouvent, et c'est vrai que Christopher a fait un travail extrêmement... il est à la fois très inspiré, mais aussi très attentif à être fidèle et à notre travail, et c'est le plus important peut-être, au roman lui-même. Ouais, mais c'est aussi cette transformation entre le scénario et le produit. Fabrice parlait de renoncement, mais c'est vrai. Il y a chaque jour... ce sont des dizaines et des dizaines de renoncements, parce que on écrit, on rêve à quelque chose, et on a une idée, et la plus grande difficulté, c'est de garder cette petite, c'est de garder la flamme de chaque séquence, ou de l'intention de chaque séquence, pour la transformer, parce que ça va plus se passer avec 12 cavaliers qui vont arriver, ça va être le bruit d'une cavalcade de 12 cavaliers, parce que vous n'avez absolument pas l'argent d'avoir les 12 chevaux ce jour-là. Et c'est vraiment des problèmes très très concrets au quotidien, la plupart du temps financiers, parfois d'autres problèmes humains, tout à coup, je ne sais pas, un acteur qui tombe malade, et on a obligé de trouver une autre façon d'aborder une scène, tout en essayant de ne pas trahir voilà. Et ça aide beaucoup de travailler. Alors, c'est pas pour commencer à se lancer des compliments, mais Fabrice est un scénariste chevronné, et qui est un scénariste pur et dur, dans le sens où il connaît son métier de scénariste, et il connaît aussi ce que sont les
les problématiques de transformation. Donc il sait parfaitement, il connaît parfaitement le processus du cinéma, et il connaît parfaitement cette nécessité d'adaptation constante qu'on a, même quand on écrit, mais qui continue encore plus quand on commence à fabriquer. Donc, de ce point de vue-là, c'est toujours, pour moi en tout cas, un interlocuteur avec qui je peux dire, voilà, est-ce que tu penses qu'on est dans le bon sens? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Parce que parfois, je n'ai pas. Et ce qui est intéressant, c'est que Baptiste, alors pour le coup, était là, dans ce domaine-là, très féru et notre spécialiste historique, mais c'était un néophyte en écriture de scénario. Qu'est-ce que c'est que de diriger des enfants? Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement, parce que Fabrice le disait, ça m'est revenu en tête qu'il y a beaucoup d'enfants. C'est comme, je vais vous dire, je pense que c'est comme de diriger les adultes. C'est des acteurs. Alors ils apprennent des textes. Alors, pour être très concret, les enfants, maintenant il y a des règles, et tant mieux, très strictes sur les tournages. Donc ils sont entourés, ils sont souvent loin de chez eux. Il y a là, on a tourné pendant 3 mois et demi dans le Périgord. Pour ceux qui connaissent, c'est très beau, mais c'est très isolé. C'est assez loin. Ça prend quand même 6-7 heures pour y arriver. Donc ils ont en général, il y a une personne qui s'occupe des enfants sur le tournage, qui s'occupe de si les parents sont pas là, de faire en sorte qu'ils aient l'école loin. Il y a des règles très strictes. Ils ont l'école. Ils peuvent avoir des cours, on ne peut pas les faire tourner plus de tant d'heures par jour. Donc ça, c'est une contrainte qui est très difficile, parce que plus ils sont jeunes, évidemment, moins on a le droit de les faire travailler. Tout ça est complètement normal, mais quand on fait le plan de travail d'une journée, c'est très compliqué. Je dis, tu vas pouvoir tourner. Là, il y a la petite, elle a 6 ans, elle peut tourner 2 heures. Et je dis, mais je ne peux pas tourner toutes ces séquences en 2 heures. Donc il faut justement falloir trouver une façon qu'elle vive dans la pièce à côté, au son peut-être. Il faut trouver tout le temps des astuces pour rentrer dans ce genre de contraintes. Mais diriger les enfants, pour moi, je crois que c'est vraiment comme tous les acteurs, c'est-à-dire, bon, évidemment, ils sont censés savoir leur texte. Mais oh oui, souvent, parce ils travaillent bien, ils sont contents d'être là. C'est aussi un des critères de choix, c'est-à-dire qu'on a envie de travailler avec des personnes et des acteurs qui apportent leur énergie. Et moi, j'ai jamais été déçu avec les jeunes acteurs ou les enfants encore plus jeunes, parce qu'ils apportent quelque chose d'incroyablement. C'est une aventure vraiment très très spécial pour des jeunes ou des enfants de participer à un tournage. Donc il faut capter tout ça, et il faut mais dans la direction, c'est pas de la direction, c'est surtout de la mise en situation. C'est qu'ils se sentent à la fois confortables, qu'ils se sentent tenus, qu'ils sachent de quoi parle la scène, qu'ils se sentent confortables avec leurs partenaires, qu'ils aient envie de jouer, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà, et qu'ils puissent jouer librement. Baptiste, question très simple. Alors voilà, il y a le livre de Robert Merle qui se passe au début des guerres de religion. Cette série se fait. Là, maintenant, il faut habiller tout le monde. Il faut que chaque objet que les gens prennent fasse du sens historiquement. Il faut qu'il se parle dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas exactement celle, évidemment, de l'époque des guerres de religion. Il faut traduire tout ça. En réalité, il faut traduire une époque, en fin de compte. Comment ça se passe? Pardon pour cette expression anglaise, mais from scratch. C'est-à-dire avec qui on discute de tout ça? Parce que moi, si on me demandait de faire un film sur Napoléon, déjà, pour trouver la première table, je ne sais même pas comment je ferais. C'est une question idiote, mais en réalité, c'est ça le truc. Alors, parce que je précise quand même que la série est très très riche de ce point de vue-là. Il y a une attention portée aux détails historiques qui est quand même assez évident, aux détails historiques dans leur ensemble d'ailleurs, mais de ce point de vue-là, c'est quand même, il y a une attention aussi, véritablement. Il y a 3 choses. Je garde la langue pour la fin. Pour les objets et le costume, on a participé au processus. Notamment moi, parce que je m'occupais aussi, j'avais cette casquette de consultant historique, donc il y avait une sorte de gros fichier de documentation qui était nourri par tout le monde par ailleurs, mais dans lequel j'ai fini d'ailleurs par mettre en place un système de classification, mais qui s'est peaufiné avec le temps, où il y avait tous les types d'objets matériels, immatériels, du costume, des images qu'on pouvait voir, etc.
pour nourrir notre représentation de ce monde et qu'on puisse même en fait on puiser de l'inspiration là-dedans pour l'idée étant, je pense qu'un bon travail de consultant historique, d'être en dialogue, de jamais se braquer, même si ça a pu arriver parfois que je dise non, ça c'est impossible, et que mes deux co-auteurs me disent non, si ça va être possible, et puis qu'il y ait une négociation. Quoi par exemple? C'est un point très important. Quoi par exemple? C'est toujours difficile parce que il y en a eu plein, mais bon, il y a eu un truc idiot, mais ça c'est revenu plutôt plus tard. Mais c'est par exemple qu'au XVIe siècle, tout le monde est coiffé en permanence. On sort jamais sans chapeau, ou quand on est une femme, sans une sorte de voile, sans une sorte de grande capuche. Alors, mais les femmes n'étaient pas masquées. Les femmes de la noblesse sortaient souvent masquées. Donc j'ai eu gain de cause pour le voile d'Isabelle, enfin la capuche. Le masque, on m'a tout de suite dit que ça ne serait pas possible. Et par contre, les chapeaux pour les hommes ont souvent disparu parce que ça Parce que moi, je considérais, à juste titre ou pas, mais ça c'était un choix. C'est vrai qu'on avait, comme je disais, c'est une interprétation quand même, et je trouvais que ça manquait de modernité ou que ça éloignait les personnages de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on a envie de se sentir proche d'eux, de les avoir tout le temps avec une petite coiffe. Oui, on rentre voilà. dans une dinguerie d'historien, quoi. Voilà. Un peu, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il fallait brider. Enfin, je pense que voilà, c'est un dialogue constant. Et je pense que là, en l'occurrence, ça s'est bien passé. Par ailleurs aussi parce que j'ai été vraiment associé à l'écriture. J'avais cette double casquette. Je pense que souvent les rôles de consultant historique se passent pas très bien parce que le consultant historique est projeté ponctuellement dans la salle d'écriture. Et en fait, il est là pour donner un imprimatur à ce qu'ont fait les scénaristes. Et donc, la relation est pas nécessairement est pas très bonne. Elle est pas fluide. Et puis ensuite, que ce soit pour les costumes ou les objets matériels, il y a vraiment des spécialistes ensuite dans la fabrication du film. Les spécialistes d'objets. Christopher les a rejoints. Moi, j'ai été là pour le coup. Christopher m'appelait régulièrement pour m'en parler. Il y avait aussi des questions de recherche. Toutes les prières en latin, il a fallu chercher dans des missels. Et en fait, c'est pas les missels les plus faciles à trouver parce que c'est avant. La série se passe avant et au tout début de la réforme tridentine, et donc les prières sont assez différentes de ce qu'on trouve dans des missels des années 1570-1580. Donc il a fallu revenir en arrière. Puis il y avait des questions très précises. Donc là, j'ai aussi pu mobiliser des amis modernistes. J'en avais 2 ou 3 que j'appelais régulièrement. Par exemple, il y a une scène où Isabelle utilise une sonnette. Et ça a donné ça a été vraiment fou. Donc j'ai demandé à un ami moderniste au début, j'ai dit il n'y a pas de sonnette. C'était une phrase qui revenait dans le bureau. Au début, j'appelle un ami moderniste. Au début, j'ai dit il n'y a pas de sonnette au XVIe siècle. Fabrice m'a dit mais t'es sûr, vérifie quand même. Je demande à mon ami. J'ai demandé à mon ami moderniste, j'enseignais pour le citer, qui est quand même quelqu'un, qui est un historien formidable, qui est un ami qui nous a souvent nous a souvent tiré d'affaire, et qui là lui-même n'avait pas la réponse, mais avait un ami qui lui avait dépouillé, qui est l'homme en France qui a dépouillé le plus de testaments de notaires, de listes testamentaires. Donc il a vu de l'aristocratie dans le sud-ouest. Donc il avait vu passer des milliers et des milliers d'objets et 3 clochettes. Donc la clochette est rentrée dans le Sénat. Donc voilà, c'était plein de questions comme ça. Et puis ensuite, il y a des spécialistes, des costumiers qui font vraiment ce métier et qui le font très bien en France. Il y a un vrai savoir-faire de ce côté-là, parce que j'ai présenté la série à des historiens, pour le coup, un ensemble d'historiens modernistes. J'étais seul, j'avais vraiment l'impression d'aller devant un peloton d'exécution. Et ils ont globalement dit qu'on s'en était bien sorti, à part 3 pièces d'armurerie qui étaient trop tardives de 20 ans. Et là, j'aurais dit qu'ils chipotaient un petit peu, mais je n'ai toujours pas compris lesquels. C'était une arquebuse, je crois, qui n'était pas exactement. Une arquebuse et une jambière, je crois. Une histoire de jambière aussi. C'était ce que j'ai répondu. L'un d'entre eux a fini par dire ça à l'autre. Ça évolue très vite. Donc, en plus, il y a l'idée. Il y a l'idée quand on travaille justement toute cette direction artistique, c'est de se dire, quand on voit des films historiques, on voit souvent les costumiers ou les décorateurs se réfèrent à l'année de la fabrication, sauf qu'on est dans des maisons, dans des châteaux où il y avait des objets qui peut-être avaient 150, 200 ans, qui étaient là. Donc on a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et puis après, vraiment concrètement, une fois que tout cet univers est écrit et établi, le décorateur trouve ce qu'il trouve. C'est-à-dire qu'il faut trouver les objets, on n'a pas forcément l'argent pour les fabriquer. Il faut trouver
des choses qui évoquent ce qu'on a envie d'évoquer. Et c'est pas toujours exactement la chose, mais c'est tout ce travail de se dire, il vaut mieux que le sentiment et que l'idée passe que ce soit forcément exactement cet objet-là qu'il faut. Et comment d'ailleurs est-ce que vous avez choisi les lieux de tournage, c'est-à-dire ces deux châteaux, enfin ce château surtout, vous l'avez trouvé où? Comment ça s'est passé ça? Non, c'est pas piège, ça se fait. Tu veux ajouter quelque chose à ce que je disais? Non. Oui, parce que ça. Juste avant de répondre à cette question, mais vous l'avez compris, mais effectivement, j'insiste sur le fait que c'était quand même une écriture très particulière et que Christopher a vraiment eu une très heureuse idée en parlant effectivement assez tôt à Baptiste, mais qui n'est pas un moderniste, mais qui est vraiment un historien. Alors, le fait que je sois son père, je peux témoigner que c'est un historien avec une vocation extraordinairement précoce et que c'était passionnant d'écrire comme ça à 6 mains avec quelqu'un qui a le goût et le sens de la dramaturgie, mais surtout qui donne presque l'impression d'avoir voyagé dans un chronoscaphe ou dans quelque chose, d'être en contact avec les différentes époques, même celles dont il n'est pas le spécialiste, et en même temps qui était suffisamment détendu et qui avait suffisamment d'humour et de sens aussi des contraintes et de ce qu'on essayait de faire pour qu'on ait l'impression, en plus avec Internet dont on n'a pas du tout parlé, mais Internet avec Baptiste, avec nous, ça n'a rien à voir avec Internet tout seul, c'est-à-dire que ça permet de faire des recherches, d'aller droit au but, de trouver des trucs au contraire complètement inattendus en laissant un peu. Mais qui donne des idées de dramaturgie. Oui, avec des objets, des choses comme ça. Bon, c'est un moment beaucoup interrogé sur le confessionnal, ça a l'air de rien, mais bon, il y avait une scène dans un confessionnal. Donc savoir, on est parti à la recherche des premiers confessionnaux dans les églises, une petite église, on dit ça au pluriel, confessionnaux. Voilà, c'était juste pour dire que ça a été et c'est vrai qu'en général, le conseiller historique peut être un peu un censeur, puis il peut avoir un peu peur aussi d'être jugé par ses pairs ensuite. Et que là, Baptiste a été suffisamment libre, souple et en même temps sûr de lui pour que cette écriture avec lui soit très très féconde de ce point de vue-là, très amusante, et fait que c'est pas un film d'époque ce qu'on dit toujours film en costume, où en fait on passe un peu à côté enfin, l'une des réussites, je trouve, de cette série, c'est qu'on a vraiment l'impression de vivre avec ces gens. De vivre le quotidien, le réveil, effectivement avec la clochette, le seigneur qui se lave les dents avec un bâton ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment une intention. Moi, j'avais adapté il y a longtemps le roman d'Adolphe de Benjamin Constant, et ça avait été avec Benoît Jacot, pour ne pas le nommer. Et on s'était beaucoup attaché à ça. Et moi, ça, je trouve ça vraiment passionnant. Mais là, Baptiste était trop jeune à cette époque-là pour être notre conseiller historique, je le regrette. Mais en tout cas, et puis là, à nouveau, quand on s'est lancé là-dedans, ça a été un... Et donc voilà, bravo à Christopher d'avoir tendu la main à Baptiste, et bravo à Baptiste de l'avoir saisi comme ça. Et d'ailleurs, à propos de contexte historique, parce que dans la série, pardon pour ceux qui l'ont vu, ça fera répétition, pendant la messe, je veux dire la messe officielle, la messe catholique, le maître et son meilleur ami, quoi, eux pris à côté, enfermés dans une pièce, et en le voyant, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même excessivement dangereux. Moi, je veux dire, c'est tout à côté. D'où vient cette idée? Donc, en fait, il y a l'église, il y a la chapelle, quoi, si on peut dire, et à côté, il est pris dans une pièce fermée. Bah, ça vient du roman, en fait. Ouais, donc, il y a un fondement historique à ça? Oui, alors c'est dans les deux sens d'ailleurs. C'est que ce soit dans la France catholique ou dans l'Angleterre de la Réformation, il y a dans les deux sens tout un système de religion clandestine, en fait. D'ailleurs, en Angleterre, ça va même dans les deux sens, parce qu'ensuite, il y a même des protestants condamnés par l'Église d'Angleterre qui prient aussi, qui se cachent. Mais en France aussi, oui, il y a tout un système de cage, bien sûr. Tout ça se passe alors ils sont pas censés être dans la même section, sur 2 étages différents, avec en fait une sorte de conduit qui relie la chapelle. C'est la même maison. Ça leur permet à eux de dire qu'ils entendent la messe, parce que comme on ouït la messe en fait à cette époque-là, beaucoup plus qu'on ne la pratique. Là, nos personnages catholiques pratiquent un peu plus qu'on ne pratiquait réellement au XVIe. Ils parlent un peu plus pendant la messe. En fait, la messe au XVIe siècle, on ne dit pas grand-chose. Enfin, ou alors on parle pendant que le prêtre fait ses trucs. En fait, là, c'est assez bordélique la messe au XVIe siècle, jusqu'à la réforme tridentine. Sous une église de campagne, une église rurale, il y a parfois un peu des animaux, il y a des gens qui font des trucs, les gens rentrent, sortent, le prêtre fait son office et puis c'est réglé. Donc là, on a quand même... Comment ? En tournant le dos, bien sûr. Donc ça, on a quand même
modernisé quelques éléments. On a quand même gardé les prières en latin. Je pense que c'est longtemps qu'il n'y avait pas eu un film ou une série française avec autant de latin à l'écran. C'est très, très compliqué de faire passer le latin aux instances d'une télévision nationale, même Je du parle même pas de service l'occitan. public. C'est compliqué. Cette série est extraordinairement riche historiquement, et je crois, de mémoire de téléspectateurs, ne pas avoir vu de série historique aussi riche, aussi pleine de détails. Enfin, c'est quasiment parfois historiquement très didactique, dans le bon sens du terme, si je puis dire. On apprend énormément de choses, mais comment vous avez vendu ça? Une vraie question. En essayant de mettre des personnages auxquels on s'attache vraiment, et que tout ce qui est didactique ne le soit pas justement, et passe à travers des scènes, de l'attention. Là, on parle de scènes de messe, avec une messe en latin et deux bons hommes qui sont dans une pièce à côté, qui chantent des psaumes. Franchement, c'était vraiment le plus compliqué. Donc, c'est d'essayer pendant la messe d'avoir des enjeux entre les personnages. Qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, là, il y a les enfants qui ont 13 ans, qui sont amoureux, qui jouent à se pincer jusqu'au sang. Il y a une petite histoire d'amour qui se passe. On sent qu'il y a une tension. On sent que quand on monte là-haut, il y a une grande intensité dans ce que chantent ces deux hommes. On ne sait pas très bien pourquoi. On a bien compris qu'ils chantent en français alors que les autres chantent en latin. Enfin, c'est des choses qui font partie des conflits que nos personnages vivent, et qui sont des conflits dramaturgiques importants et qui ne sont pas évidents à mettre en place. Et quand vous avez parlé de messe en latin à la production de France Télévisions, ils étaient chauds? Non, on n'en a pas parlé. Surprise à la projection. C'est ça, d'accord. Alors, Baptiste, quand même, d'ailleurs tout le monde, j'aimerais qu'on arrive à la question essentielle. Cette langue, qu'est-ce que c'est que cette langue? Puisque vous avez inventé un... Alors déjà, c'est pas de l'occitan. J'ai pas dit que c'était... Déjà, j'ai pas dit que c'était de l'occitan. Non, mais Parce que ça a été Baptiste une a beaucoup bagarre. insisté. On avait déjà le problème du latin, mais Baptiste voulait qu'il y ait encore beaucoup plus d'occitan. Et là, on lui disait, Baptiste, il faut se calmer sur l'occitan, parce que... Voilà. J'ai gagné il y a quelques phrases en Il y a occitan. quelques phrases en occitan. Parce que, question en deux parties. La première, qu'est-ce qu'on parle comme français à cette époque-là? Si on peut avoir une description de la langue, je sais que c'est pas toujours très divertissant, mais c'est intéressant. Et deuxièmement, quel est le sens de l'adaptation? Alors, je vais répondre à la première, puis je laisserai Fabrice et Christopher répondre à la seconde. Pour la première, là on est dans le Périgord, donc déjà, et nos personnages viennent essentiellement du sud-ouest, à part un des personnages qui est provençal, donc qui parle un dialecte, mais donc eux, dans la vie de tous les jours, parlent, en tout cas entre eux, parlent occitan, périgourdin même, qui est une variété d'occitan, et parlent provençal, et ensuite les maîtres parlent aussi la langue parlent latin et parlent la langue du Nord, parlent la langue d'Ouel, qui est le français, qui à ce moment-là... est un français en pleine mutation. Je me souviens d'en parler avec un linguiste à ce moment-là qui me disait qu'il y a des débats très forts sur la qualification de français moyen, donc certains disent que c'est une période qui dure un siècle, d'autres disent qu'elle dure 3 ans, donc c'est une période de soudure entre le français moderne et l'ancien français. L'ancien français qui, pour quasiment tout le monde ici, est incompréhensible, sauf en ayant fait beaucoup de latin, là ça permet de déchiffrer, et le français moderne qui est... le français de la fin du XVIe siècle, qu'on peut déchiffrer avec des difficultés, mais qu'on peut comprendre. Le français moyen, c'est donc cette période un peu d'indécision. Donc en fait, c'est une période d'extraordinaire transformation de la langue du Nord. C'est une période où on commence à la fixer, puisqu'on est dans la période post-Édith Villers-Cotterêts, donc un moment où l'administration prend le relais, commence à fixer beaucoup de textes en français, commence à accompagner cette transition. Et tout ça, c'est un travail de fixation d'une langue qui, parmi les langues romanes, a un peu la particularité de ce qu'on appelle une langue orpheline. Donc le français a oublié à un moment qu'il avait des origines latines. Et donc, en fait, on peut dire simplement, la grammaire du français a commencé à s'éloigner beaucoup, à diverger beaucoup de ses racines latines. C'est une langue qui est... Et ça vaut pour Paris et le Périgord. Ça vaut pour Paris et le Périgord. Alors, ça vaut pour Paris et le Périgord. La noblesse parle un français, il y a une forme d'intercompréhension. Après, il y a des accents. Il y a tellement d'accents qu'on sait que en 1570, 1571, 1572, à Paris, il y a une méfiance vis-à-vis des accents du Sud, puisque les accents du Sud sont associés au protestantisme, et à ce moment-là, Paris est un chaudron anti-protestant, donc l'accent peut commencer à vous marquer comme étant un adversaire. Tout ça, c'est les petits signes qui s'échangent en permanence pendant les guerres de religion et qui font que la langue est un vrai déterminant. Donc voilà, et puis après, là, on devait écrire cette série. On vit dans un pays, ça n'échappera à personne, où il y a eu une hégémonisation de la langue qui a aussi été une hégémonisation de l'accent. La France, contrairement à beaucoup d'autres pays européens, est un pays où il y a peu d'accent.
la télévision, contrairement à la RAI en Italie ou à la BBC où il y a un accent qui ne s'est pas imposé au reste de la population. En France, la télévision a plutôt tendu à unifier les accents, donc il reste un peu un accent du Sud générique et puis un accent du Nord qui s'étend très, très largement. Et surtout, les fictions, on n'a pas du tout l'habitude en France, de représenter les fictions. Il n'y a qu'à voir même un film là, qui vient de sortir, 20 Dieux, où les personnages ont un accent jurassien, et il y a un effet de surprise qui est fort, ou la manière dont les films québécois sont parfois accueillis en France, on a l'impression, les gens disent que c'est très exotique, c'est sous-titré, et les gens disent que c'est très exotique, alors qu'en fait c'est juste en français parlé différemment. On n'a pas du tout cette habitude en français, donc c'était compliqué de rendre toute cette diversité de langues dans laquelle ces gens-là vivaient. Donc on a réussi à faire passer quelques petites blagues en fait qui laissent entendre, qui laissent voir cette réalité. Et puis ensuite, il a fallu faire un vrai travail sur la langue. Alors Fabrice a évoqué la langue de Merle, qui donc est une. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez parti de la langue de Merle dans le roman et vous l'avez modifié, adapté. Comment ça s'est passé? Alors oui, comme je le disais au début, c'est une langue complètement originale. Qui s'est énormément amusé à écrire et dans laquelle il se plaît, on peut dire parfois qu'il s'y complaît, mais en fait non, parce que c'est toujours savoureux et très amusant. Mais c'est vrai que quand on a commencé parce qu'il y a des très bons dialogues dans le roman, donc il n'y avait pas de raison de ne pas les utiliser, évidemment, mais alors quand on les mettait comme ça dans le scénario, on s'est rendu compte que c'était un peu notre phrase, attention, là ça fait comme dans Les Visiteurs. Et d'ailleurs, je me demande si Clavier et Poiret ne se sont pas inspirés s'il n'y en a pas un des deux qui l'a lu voir les deux, parce que c'est quand même assez proche, je trouve. Et c'est vrai qu'alors qu'il n'y avait pas d'intention comique, c'est amusant à lire, mais c'est pas fait pour rire, c'est pas fait pour être une parodie, quoi. Et donc, en fait, on était obligé tout le temps d'atténuer ces particularités, cette saveur. Donc, c'était un peu, en même temps, c'était un peu douloureux pour nous parce qu'on aime cette langue de Merle. Mais alors, l'autre chose, c'est qu'on faisait quand même très attention. En gros, à l'âge des mots, c'est-à-dire que ça nous arrivait d'utiliser des mots qui n'étaient... En plus, c'est difficile de savoir, enfin, ça, je parle sous le contrôle des historiens, mais quand dans un dictionnaire, on écrit 1570 pour tel mot, en fait, on ne sait pas très bien, probablement qu'il était déjà quand même... C'est, j'imagine, la première occurrence dans un texte. Donc on faisait très attention, et en fait, ce qui est à ne pas être trop anachronique, il y en a sûrement des dizaines, mais... on y prêtait attention, et c'est très plaisant, je trouve, du point de vue de l'écriture, parce que ça oblige souvent à simplifier la réplique et à la rendre plus percutante, à se débarrasser en fait d'un langage courant, le langage qui court les rues et qu'on utilise, et avec des expressions, en fait, sans s'en rendre compte, on utilise des expressions un peu éculées. Donc ça oblige à une forme de fraîcheur dans les dialogues, de revenir au mot le plus simple, qui s'est un peu perdu, qui a été un peu recouvert par des mots peut-être plus imprécis ou plus. Donc ça fait, enfin j'espère, en l'écrivant, c'était l'impression qu'on avait, que les dialogues ne font pas vieux français du tout, ne font pas comme ça. Mais les acteurs, eux, avaient quand même la sensation de dire un texte un peu classique, comme du théâtre classique. Alors, ce qu'on a écrit, c'est pas du Racine ou du Corneille, mais il y a quelque chose de classique et de très très précis dans la langue, qui était vraiment important pour qu'on ait un... Merle avait inventé une langue, il avait même un lexique. À la fin de Fortune de France, à la fin des livres, il y a un lexique où il y a tous les mots en langue d'oc, les mots enfin tous les mots qu'on connaît pas. Alors bon, mais c'est vrai qu'on a... Alors, nous, on ne pouvait pas avoir de lexique, et on avait quand même envie d'un langage qui soit un peu décalé par rapport à notre langage quotidien d'aujourd'hui. Même un bon langage d'aujourd'hui, on voulait que ça soit un tout petit peu plus... qui ait une petite... je sais pas, un petit truc en plus dans cette langue, quelque chose de précis. Et le travail avec les acteurs, ça a été d'être... Alors là, très précis sur la prononciation des mots, et essayer d'éviter les raccourcis de langage, d'être assez métronomique dans la façon de dire les dialogues, et de rester quand même très vivant. Donc c'était se transporter dans un ailleurs, mais quand même être très proche de nous. C'est ce qu'on a essayé avec cette langue.
Mais alors justement, parce que si on reprend les différentes composantes de la série, c'est un lieu clos, en réalité. On en sort un petit peu, mais enfin, on reste dans ce château. C'est une langue, vous l'avez dit, Christopher, effectivement un peu classique, en réalité assez théâtrale d'une certaine façon. Et il y a quelque chose de très théâtral, moi j'ai trouvé, c'est un avis de spectateur, hein, que j'ai trouvé dans la série. C'est-à-dire que ce sont des scènes réelles, des scènes de discussion où ils tournent autour d'une table, où ils manipulent des objets. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit finalement pas tant que ça, et surtout pas dans les séries télé, surtout pas dans les séries télé historiques. Et enfin, je veux dire, Guitry a fait des chefs-d'œuvre avec des idées pareilles, quoi, avec des scènes qui duraient longtemps. Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'intention par rapport à ça, ou pas du tout? Parce qu'il y a quelque chose de théâtral, d'affirmer. C'est pas fluide du tout. Quand je dis fluide, c'est pas liquide du tout, quoi. Ce sont des vrais moments qui sont à côté les uns des autres. Les acteurs y mettent beaucoup du leur, la langue le porte, le lieu le porte évidemment. C'était une intention ou alors pas du tout? Alors, de dire à propos d'un film ou d'une série que c'est théâtral, c'est évidemment un très gros mot. Non. Ouais, et je le sais, donc je le prends très bien. Donc j'essaie de... Guitry n'a fait que ça, et c'était très bien. Ouais. L'insulte aussi, ça, C'était Sacha Guitry, et c'était aussi une autre époque. Et c'est vrai l'ambition de notre travail sur cette série, c'était justement de faire passer quelque chose, d'arriver à financer, d'arriver à se faire accompagner par une grande chaîne sur un film d'époque, une série d'époque, sans forcément tomber dans la mode, les modes du moment qui peuvent être géniales, hein, mais sans forcément tomber dans... Alors on en parlait des costumes, on en a pas mal parlé avec Baptiste en disant non mais les gens n'étaient pas crades et tout le temps couverts de crasse à l'époque. Et aujourd'hui, quand on voit des séries, des œuvres historiques, les visions, bon, on voit des Vikings, voilà, tout le monde est gras, les cheveux gras, tout le monde est sale. Voilà. Donc on a essayé de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et pour ce qui est des séquences, il parle de choses sérieuses. Il y a des confrontations. dans les pièces. Enfin, c'est sûrement peut-être les acteurs qui les ont fait spontanément, mais je veux dire. Non, il faut rien de spontanément. Non. C'est intéressant, j'ai trouvé que c'était très frappant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, parce que c'est des scènes de conversation aussi. Et les conversations, évidemment, ça s'habille, entre guillemets. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a quelques séquences d'échanges, de dialogues, de conversations, effectivement, notamment entre Ciorac et Sauveterre, qui sont ces deux frères. Ces deux frères d'armes, ces deux frères qui se sont choisis, et il y en a un qui est plus radical que l'autre. Parce qu'en réalité, dans leur conversation, c'est le moment où ils portent l'un et l'autre l'histoire de France, en réalité, puisque exactement. Ils sont l'un et l'autre le porte-voix, entre guillemets, des confrontations idéologiques de cette époque, et du coup, c'est-à-dire que là, il y a 2 minutes pour que tout le monde comprenne, quoi. Oui, avec des concepts qui sont pas facile à faire passer. Donc c'est vrai que s'il y a une confrontation entre deux hommes, on comprend déjà qu'il y a une confrontation entre deux idées. Et c'est vrai que là, je pense à une scène, je ne sais pas si c'est ça que vous pensez, mais il y a bien une séquence où tout à coup, il y a eu un retournement de situation, où les protestants se sont armés, où il y a des bandes armées qui commencent à massacrer des catholiques, et où toutes les idées pour lesquelles ces deux personnages se battent se retournent un petit peu contre eux. C'est-à-dire voilà, l'idée que la violence engendre la violence. Et tout ce concept-là, ça passe à travers la confrontation de ces deux personnages. Donc ça, c'est vraiment une question d'équilibre, d'écriture. Je pense à cette scène qu'on aime beaucoup, qui se passe dans l'atelier de Ciorac, et on a essayé vraiment de peser chaque mot pour que ça puisse être un véhicule pour les acteurs et pour la série de faire passer ces idées et ces événements historiques. Autre question, là aussi, parce qu'il y a la peste évidemment dans cette affaire, et un personnage est soigné de la peste. Alors voilà, parce que moi je me suis vraiment posé la question. Et je crois que je te l'ai posée et tu ne m'as pas répondu. Donc, puisque tu ne m'as pas répondu, je vais la reposer. Donc, que tout le monde comprenne. Un personnage tombe malade, une enfant en réalité, enfin une adolescente tombe malade,
Et la seule personne qui est capable de soigner cette peste, hélas, enfin qui passe pour avoir des compétences médicales et qui a l'air de lire des livres et de découvrir les rudiments de la médecine, c'est l'ennemi d'en face qui est protestant. Donc il faut bien accepter qu'on amène à l'ennemi sa fille pour qu'il la soigne, en dernier retranchement. Et il la soigne. Et on a d'ailleurs beaucoup de scènes où on voit exactement comment soigner la peste, si jamais ça vous intéresse, on ne sait jamais. On voit exactement comment soigner la peste avec 3-4 outils fantastiques. Alors j'ai plusieurs questions. 1, est-ce qu'on soignait la peste? Auquel cas, pourquoi est-ce qu'on nous parle autant de la peste? 2, d'où viennent ces idées? Parce que donc il la met au lit, lui il se protège juste avec un petit masque et tout va bien. Ça sort d'où ça? Alors, il y a deux choses. Il y a trois choses. La première, c'est qu'il y a eu donc effectivement une peste qui a traversé le royaume de France, notamment le sud, en 1564, qui a causé la mort de 10% à peu près des Français à l'époque. C'est énorme. Hein. On parle de 1 million et demi de morts en un an. La deuxième, cet épisode a donné lieu à un malentendu qui a même trouvé son chemin dans certains hebdomadaires, pas forcément les mieux disposés. Puisqu'on a dit qu'on expliquait qu'on pouvait soigner la peste avec du vinaigre et des fumigations. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'on ne dit pas du tout que Jean de Chirac soigne la peste. Il se trouve que la peste n'est pas mortelle à 100%. Il n'y a aucune maladie n'est létale à 100%. La peste, le taux de mortalité varie entre 20 et 50%. En fonction de l'état, je vais voir l'histoire de la médecine, mais en fonction de l'état de santé du malade, son état de forme, etc. Là, on parle d'une jeune fille de l'aristocratie, en bonne santé, bien nourrie, et donc, elle, de la même manière qu'elle aurait eu plus de chances de se sortir d'un accouchement qu'une femme du peuple épuisée et sous-nourrie, a plus de chances de survivre à la peste que quelqu'un qui est dénutri, épuisé. Parce qu'on s'occupe d'elle. Parce qu'elle est mieux nourrie, en fait, tout simplement. C'est aussi con que ça, mais en fait, donc On vous parle, pour que vous sachiez, d'un seul petit article, un entrefilet qui était assez hostile à notre travail, et où il y avait ces phrases « Non, 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 on ne soigne pas la peste avec du vinaigre ». D'où cette conversation. Et par ailleurs, tout le monde n'était pas soigné comme ça. Pour le coup, ce qu'on montre dans cet épisode sur la peste montre qu'il y a des débats en fait, à l'intérieur des médecins du XVIe siècle, parce que tout le monde ne pratique pas la médecine de la même manière à ce moment-là, qu'il y a tout un ensemble de théories sur la réalité de la peste, avec déjà en fait, des théories, mais qui viennent de loin, qui viennent de la Grèce antique, sur l'idée qu'il y aurait des tout petits organismes qui transmettraient les maladies, d'autres qui voient juste un châtiment divin, et ça c'est en fait le discours le plus populaire à ce moment-là sur ce qui se passe quand il y a une peste. Et donc il y a plein de manières différentes d'aborder la peste. Il se trouve que parmi les remèdes qui étaient préconisés, il y avait l'idée simplement de nettoyer en fait, les bubons purulents avec du vinaigre, ce qui pour le coup en fait, ne peut pas faire de mal parce que ça désinfecte une plaie, et de nourrir le malade et d'essayer de faire baisser la fièvre. Ce que fait Jean de Chirac en étant lui-même pas très con. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a des bonnes pratiques, quoi. Donc en fait, c'est juste le miroir de pratiques relativement. En fait, c'est paradoxal parce qu'en fait, c'est des pratiques qui étaient à ce moment-là pas c'est des pratiques qui paraissent novatrices parce qu'elles s'opposent à ce que recommandaient les facultés de médecine à ce moment-là, mais qui en réalité allaient puiser dans un savoir qui était celui de la Grèce antique que Chirac a lu, parce que donc, le personnage principal a lu, c'est un humaniste, donc il lit en grec et en latin. Ce qu'on a rajouté par ailleurs, c'est que le personnage principal a une cuisinière qui est bigote, épuisante, drôle, touchante, qui est beaucoup de choses à la fois, mais qui est aussi, pour le coup, détentrice d'un savoir qui est le savoir des simples, le savoir des herbes, donc qui est un peu rebouteuse en fait pour utiliser un terme qu'on connaît un peu mieux, qui elle comprend que cette malade qu'on a fait venir est atteinte de nomme pas la peste, elle dit le mal noir parce qu'on essaie de pas nommer la peste entre le XIVe et le XVIe siècle de peur de la faire venir. C'est un peu, pour les lecteurs de Harry Potter, c'est un peu comme Voldemort, faut pas dire son nom. Et du coup, elle comprend cette maladie et elle conseille des herbes on avait trouvé ça dans je sais plus quel quoi, c'était dans les quenouilles, l'évangile, enfin bref, qui était un remède contre la peste, voilà, qui aurait pu exister au XVIe siècle. Alors, j'ai une autre question à propos de ça. Juste, je sais plus à quelle heure on arrête. À la nuit. Bon, alors attends, parce qu'après j'ai une autre question beaucoup plus théorique. Alors, dernier point, la médecine dans cette série, parce que ça prend une place énorme. Oui, non, mais c'est assez surprenant. Pourquoi tu te... Non, mais ça prend beaucoup de place. Il y a de la mise en scène d'instruments. Le personnage principal
Ciorak, il consacre beaucoup de temps. Et évidemment, ce qu'il découvre en médecine, à savoir au fond une science, en réalité, évidemment, entre en contact avec sa foi, ce qu'il pense être Dieu, son rapport au cosmos, il regarde les étoiles, voilà. Historiquement, ça correspond à quoi, ça, exactement? On commence à découvrir quelque chose scientifiquement qui est lié à la médecine, à la compréhension du monde, et qui entre en contact avec la foi. Comment est-ce qu'on articule une guerre de religion fondée sur une chose irrationnelle et un moment de découverte positiviste? C'est une période très compliquée, qui est d'ailleurs avec des positions qui ne sont pas... C'est-à-dire qu'on peut avoir des catholiques ardents qui, par ailleurs, commencent à avoir une approche empirique de la médecine. L'intelligence n'était pas d'un côté ou de l'autre. Les lignes de front sont moins nettes que ce qu'on a pu dire pendant longtemps. On expliquait que les protestants étaient systématiquement du côté de la raison. Et d'ailleurs, c'est un discours qui a aussi été porté par les anti-protestants. Quelqu'un comme Charles Maurras expliquait que le protestantisme était le premier coup de boutoir ça répété aujourd'hui d'ailleurs dans des journaux très lus. Le rationalisme aurait détruit la société d'Ancien Régime. Donc, mais c'est une période pendant laquelle il y a à la fois un phénomène de redécouverte de certains textes anciens, pas tous, puisque les études à ce moment-là sont aussi fondées notamment sur la lecture d'Aristote. Et ça, c'est le cas depuis le XIIe siècle. Donc, certains textes anciens avaient été redécouverts, étaient utilisés depuis des siècles, mais la redécouverte de toute la diversité de la littérature antique. Et puis, le début, les prémices d'une réflexion sur la maîtrise des savoirs empiriques, qui est en réalité quelque chose des savoirs empiriques qui existent déjà, qui sont plutôt portés par d'autres corporations que les médecins, notamment les barbiers et les apothicaires. Et donc, il y a là où en fait Ciorak est un peu différent des médecins de son époque, c'est que le principe, c'est que la médecine était considérée comme un art noble, et donc c'était pas un art qui se mêlait de pratiques, théoriquement ne devait pas se mêler de pratiques et de recherches empiriques. Là où Ciorak se distingue plutôt de ses pairs, ou d'une partie de ses pairs en médecine, c'est qu'il fait plutôt partie des gens qui tiennent pour l'enquête. Oui, puis c'est un humaniste. Pour le fait en fait qu'on peut décoder, il articule tout, qu'on peut décoder le livre du monde. Et donc ça, c'est un effort qu'on retrouve partout en Europe. Alors c'est moins, alors forcément on l'a un peu schématisé dans la série, mais je pense qu'on a quand même réussi à rendre aussi le fait que tout ça était extraordinairement compliqué, pas linéaire, oui. Et qu'en fait on était dans un moment d'élaboration, de tout début d'élaboration de la catégorie de science telle qu'on commence à la comprendre à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. En fait, à partir du moment où on commence à penser l'organisation et la collecte du savoir telle on la pratique encore aujourd'hui. Donc là, on est vraiment aux prémices de ça, dans une période, et Nicolas Duvauchel n'avait pas totalement tort quand il parlait du Moyen-Âge, dans une période, surtout dans le Périgord en 1560, qui en sort à peine, le Moyen-Âge n'est pas loin, en fait. On est encore... Il y a une scène qui illustre ce que tu dis beaucoup, c'est le père qui regarde le ciel avec ses deux enfants. Il y a une comète dans le ciel, le père les réveille, il dit venez voir ce qui se passe. Et il dit, les enfants disent, mais le père dit, j'ai rencontré sur les champs de bataille, j'ai entendu parler d'un homme qui avait écrit un livre qui disait que c'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais bien la Terre qui tournait autour du soleil. Alors le gamin lui dit, mais il était fou. Et il dit, tu crois? Moi, je crois pas. Et il dit cette phrase très belle, je la dis parce que je crois qu'elle est de Merle, donc on peut dire qu'elle est très belle, mais il faut regarder les étoiles avec, comme on lit les Saintes Écritures, avec une infinie curiosité et humilité. Et donc, c'est ce mélange entre lire les Saintes Écritures à la source et lire les étoiles, enfin je te demande de rebondir là-dessus, c'est ça qui fait que Ciorak est l'homme de son époque. Oui, l'idée c'est un vrai désaccord, mais qu'on a chez les protestants comme chez les catholiques en fait. Est-ce qu'il faut accepter le monde que Dieu nous a donné et pas le subir, mais enfin le vivre sans l'interroger, ou est-ce qu'on peut essayer en décodant la nature, en essayant d'en comprendre les mécanismes, est-ce qu'on peut mieux comprendre le message divin en fait? Est-ce qu'on peut rechercher Dieu dans la nature? Et bon, ensuite, ça a donné plein de choses. C'est le début, effectivement, de la science telle qu'on la connaît, les prémices du rationalisme tel qu'il émerge au siècle suivant. Mais il faut pas surforcer. Ça aurait pu prendre plein de chemins différents. Là, c'est juste... La meilleure manière d'expliquer ce qui se passe, c'est que c'est un monde
c'est un monde dans lequel on n'arrive pas à penser, où tout doit faire système. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que le monde, l'univers est clos, et qu'à l'intérieur de ce système clos, pensé par Dieu, tout fait système et tout est à sa place. Et ce qui est curieux, c'est qu'un homme comme Seurat pense ça aussi. Simplement, il voit bien que les systèmes qu'on lui a transmis ne fonctionnent plus. Et alors, en l'occurrence, son protestantisme, à lui, sa pratique du protestantisme qui l'amène à interroger les Écritures, qui l'amène à aller lire les Écritures. Dans son cas à lui, il l'amène en fait aussi, on comprend que ça l'amène à tout interroger. Il y a des gens comme ça, d'ailleurs, des deux côtés. Quelqu'un comme Montaigne, de l'autre côté, participe du même mouvement. Mais donc, ce faisant, en recherchant à comprendre à trouver un système plus adéquat d'explication du monde dans lequel il vit, en fait, il bouscule tout. Et donc Seurat est quelqu'un qui doute en permanence, pas en permanence, il y a des moments aussi où, au contraire, il se raidit très fort, mais c'est quelqu'un qui se débat dans ce monde, enfin dans cette volonté de comprendre le monde qui est de plus en plus difficile, et qui en plus est de plus en plus difficile dans les années 1560, à un moment où le monde s'effondre aussi. C'est-à-dire qu'il y a un optimisme des années 1540, 1530, 1540, de ce qui est vraiment, en fait, même des années 1510 aux années 1530, 1540, qui accompagne ce moment qu'on appelle l'humanisme, qui est moins présent quand on lit les textes à partir des années 1550, 1560. L'œuvre de Montaigne est chargée. Alors, il y a des moments très drôles, il y a des moments extrêmement divertissants dans l'œuvre de Montaigne, mais c'est une œuvre qui est chargée par l'inquiétude, par le doute, par la suspicion. Le doute de Montaigne, c'est aussi le doute d'un homme qui est né dans un royaume en paix et qui ensuite n'a connu que la guerre pendant 30 ans, qui n'a connu que la peur de savoir si sur un chemin, quand on s'avance, est-ce que Thierry, là, va sortir son épée et me mettre un énorme coup dans la figure parce que j'affiche pas le bon signe, parce que je prie pas de la bonne manière. Et donc ce doute omniprésent, ce doute hyperbolique qui naît notamment avec Montaigne, ça pour le coup, il est, je pense, le fruit aussi de ces hommes qui rentrent dans 30 ans de guerre civile, c'est énorme. Mais c'est l'intuition, pour revenir à Merle, parce que c'est l'intuition très forte de Merle qui a inventé, imaginé, surtout dans ce premier roman, un personnage qui est à la fois un homme de guerre et un médecin, un médecin empiriste qui admire énormément Ambroise Paré, dont le savoir et dont les énormes progrès qu'il a fait faire à la médecine sont liés à sa pratique de médecin ou de chirurgien, parce qu'il était chirurgien sur les champs de bataille. Et c'est vraiment aussi l'une des particularités du roman et de cette intuition forte et belle, je trouve, de Merle, d'avoir imaginé ce personnage dont le protestantisme, c'est vrai, est plus un protestantisme de remise en question des dogmes, avec parfois des moments de raideur. Protestantisme civilisé, quand même. Il y a toujours ça dans le protestantisme, si je peux me permettre. C'est à la fois, on remet en question les dogmes, on met à bas toute une construction qui n'a pas grand-chose à voir avec le message évangélique, mais évidemment, il y a le retour aussi au texte évangélique qui peut tourner au fanatisme aussi. Donc, c'est d'ailleurs un des enjeux de la série aussi. Mais ce lien entre guerre et médecine est vraiment au cœur du roman, et j'espère Et j'évoquais les intuitions historiographiques de Merle, c'est-à-dire les points où, pour le coup, il est même plutôt en avance par rapport à ce qui s'écrivait dans les années 1970. Pour le coup, sur le traitement de la science et de la médecine, il a plutôt anticipé ce qu'on appelle la nouvelle histoire des sciences, qui a émergé aux États-Unis, en Angleterre, dans les années 80, et qui a un peu interrogé un récit très linéaire sur la révolution scientifique qui aurait eu lieu dans les années entre le XVIe et le XVIIe siècle, et qui aurait déjà une révolution qui dure 2 siècles, c'est toujours un peu bizarre, mais voilà, qui a interrogé ce récit très positiviste, très progressiste, qui donnait l'impression d'un progrès constant et linéaire de l'histoire de l'humanité vers les Lumières et vers une science, la science moderne. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on suit les personnages de Merle, on se rend compte que être un médecin, voilà, pratiquer la science au XVIe siècle, c'est extrêmement compliqué, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on se débat à la fois avec des choses qu'on croit, des choses qu'on voit, et puis on essaie de réconcilier les deux, et c'est pas nécessairement, c'est pas évident. Puis on se débat aussi avec des textes antiques, lesquels on garde, lesquels on jette, dans lesquels on croit. Bon, bref, on se pose des questions, quoi.